Une jeune femme rêvait d'une vie de luxe. Un jour, elle épousa enfin un millionnaire arabe. Au début, tout n'était que fleurs et amour, avec des voyages et des cadeaux exotiques. Cependant, sa liberté lui fut retirée et il l'enferma dans un grenier. Avant d'entendre cette histoire surprenante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sarah Matthews ajusta une dernière fois sa robe blanche devant le miroir de l'hôtel luxueux à Dubaï. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de fixer le voile dans ses cheveux blonds, soigneusement coiffés. Le reflet montrait une jeune femme de 25 ans, aux yeux verts brillants d'attente, sur le point de réaliser ce qui semblait être un conte de fées moderne. « Tu es absolument resplendissante, ma chérie », s'exclama Jennifer, sa mère, en entrant dans la chambre les yeux embués. « Je n'arrive pas à croire que ma fille va épouser un prince arabe. » Sarah sourit, mais son estomac se tordait dans un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle avait rencontré Karim Al-Rahman seulement 8 mois auparavant, lors d'un de ses quarts de travail comme infirmière à l'hôpital central de Boston. Il était venu pour une consultation de routine, et ce qui avait commencé comme une simple conversation professionnelle s'était transformé en une romance intense et passionnée. Karim était différent de tous les hommes qu'elle avait jamais connus. À 35 ans, en plus d'être incroyablement charmant, il était un homme d'affaires prospère dans le secteur pétrolier, avec des liens avec la royauté des Émirats arabes unis. Ses gestes grandioses d'amour, des bouquets élaborés envoyés à l'hôpital au voyage surprise dans son jet privé, avaient conquis non seulement Sarah, mais toute sa famille. « Maman », Sarah a pris les mains de Jennifer, « parfois j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. Oh ma chérie, c'est normal. Toute fiancée est nerveuse le jour de son mariage. » Jennifer ajusta une mèche de cheveux de sa fille. « Mais Karim est un homme merveilleux. Tu as vu comment il a traité toute notre famille? Comment il s'est assuré que nous puissions tous être ici aujourd'hui ?» Sarah hocha la tête, se rappelant comment son fiancé avait insisté pour payer les billets de première classe pour toute sa famille et ses amis proches, les hébergeant dans l'hôtel, le plus luxueux de Dubaï. Le mariage serait une célébration de 3 jours, mêlant traditions occidentales et arabes, avec des fêtes élaborées et des rituels traditionnels. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Lisa, sa meilleure amie depuis l'école d'infirmière. « La voiture attend », annonça Lisa, les yeux écarquillés d'admiration en voyant Sarah. « Waouh, tu es incroyable. Karim va avoir une crise quand il te verra. » Les 3 femmes rirent, et Sarah sentit une partie de son anxiété se dissiper. Alors qu'elle descendait dans l'ascenseur privé de l'hôtel, son esprit vagabonda vers l'avenir qui l'attendait. Karim lui avait promis qu'elle pourrait continuer à travailler si elle le souhaitait, bien qu'il ait suggéré qu'elle préfère peut-être se consacrer à des projets sociaux, quelque chose de plus adapté à sa nouvelle position sociale. La limousine blanche les attendait, et Sarah observa la ville à travers les vitres teintées pendant le trajet. Dubaï était un monde à part, avec ses gratte-ciel étincelants et ses centres commerciaux luxueux. Tout semblait possible là-bas, comme si les limites entre la réalité et la fantaisie se dissolvaient sous le soleil du désert. Le lieu de la cérémonie était un palais privé à la périphérie de la ville, avec des jardins luxuriants qui semblaient défier le climat aride. Des fontaines cristallines et des milliers de fleurs blanches décoraient le chemin jusqu'à l'hôtel. Les invités, un mélange fascinant d'hommes d'affaires arabes, de membres de la royauté et d'amis occidentaux, étaient déjà en place. « Respire profondément », murmura Jennifer, ajustant la traîne de la robe de Sarah avant de prendre sa place. Comme le père de Sarah était parti depuis des années, elle marcherait seule jusqu'à l'hôtel, une décision que Karim avait initialement remise en question, mais qu'il avait fini par respecter. La musique commença à jouer, une mélodie mêlant des notes orientales à la traditionnelle marche nuptiale. Sarah fit son premier pas, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle vit Karim à l'hôtel, imposant dans ses vêtements traditionnels, son sourire radieux en la voyant. En marchant, Sarah remarqua les regards d'admiration et aussi quelques regards de curiosité. Elle savait que son mariage était un sujet de commentaires dans les cercles sociaux de Dubaï, l'infirmière américaine qui avait conquis l'un des célibataires les plus convoités de la haute société arabe. Certains la voyaient comme une chanceuse, d'autres comme une opportuniste, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était l'amour qu'elle ressentait pour Karim. En arrivant à l'hôtel, Karim tendit sa main, ses yeux sombres débordant d'adoration. « Tu es plus belle que toutes les étoiles du désert.
murmura-t-il à son oreille, faisant fondre son cœur. La cérémonie fut conduite en arabe et en anglais, symbolisant l'union non seulement de deux personnes, mais de deux cultures. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, la sienne ornée de diamants qui aurait rendu toute joaillerie de luxe modeste, Sarah sentit qu'elle scellait non seulement son amour, mais aussi son destin. La fête qui suivit fut un spectacle d'opulence. Danseuses du ventre, musique live, plats traditionnels servis dans de la vaisselle en or et des cadeaux qui semblaient tout droit sortis des contes des 1001 nuits. Sarah dansa, rit et se laissa emporter par la magie du moment, ignorant les petits signes qu'elle remarquerait plus tard, comme la manière dont Karim dirigeait subtilement chacun de ses mouvements pendant la fête, toujours avec un sourire doux mais ferme, ou comment il répondait pour elle lorsque certains invités lui demandaient ses projets futurs. De petits détails qui, au milieu de la grandeur de la célébration, semblaient insignifiants. La nuit se termina avec des feux d'artifice illuminant le ciel du désert, et Sarah, dans les bras de son nouveau mari, se sentait la femme la plus heureuse du monde. Elle ignorait que cette nuit marquait non seulement le début de son conte de fées, mais aussi le commencement d'un voyage qui mettrait à l'épreuve chaque aspect de son identité et de sa force intérieure. Dans leur chambre nuptiale, décorée de pétales de rose et de soie fine, Sarah observa la ville scintillante par la fenêtre, tandis que Karim finissait de discuter avec quelques invités importants. Dubaï s'étendait devant elle comme un royaume de possibilités infinies, promettant une vie extraordinaire. L'anneau à son doigt brillait autant que les lumières de la ville, scellant une promesse d'amour éternel et de bonheur sans fin. Mais comme dans tout conte de fées, il y a toujours plus dans l'histoire que ce que l'on peut voir à première vue. Les premiers mois de mariage furent comme un rêve pour Sarah. Sa nouvelle maison était une magnifique villa sur Palm Jumeirah, l'île artificielle la plus exclusive de Dubaï. Avec 3 étages, une piscine à débordement avec vue sur la mer, des jardins luxuriants et une équipe de personnel à disposition, la résidence semblait tout droit sortie d'un film. Chaque matin, Sarah se réveillait enveloppée dans des draps de soie égyptienne, avec le parfum du jasmin envahissant la pièce à travers les rideaux flottants. Le petit déjeuner était servi sur la terrasse, avec une variété impressionnante de fruits exotiques, de pains arabes frais et de jus naturels. Karim tenait toujours à prendre le premier repas de la journée avec elle, malgré son emploi du temps chargé. « Mon amour », dit-il un de ces matins, tenant tendrement la main de Sarah. « J'ai une surprise pour toi. » Sarah sourit, déjà habituée aux démonstrations constantes d'affection matérielle de son mari. La semaine précédente, c'était un collier d'émeraude, avant cela une garde-robe entière de marques de luxe. « J'ai engagé les meilleurs professeurs d'arabe de Dubaï pour toi, » annonça-t-il, ses yeux brillants de satisfaction. « Il y aura aussi des professeurs d'étiquette et de culture islamique. Je veux que tu te sentes complètement intégré à notre société. » Le sourire de Sarah vacilla un instant. « Mais chérie, je pensais reprendre le travail. Tu te souviens? Nous avions parlé de chercher un poste dans un hôpital ici. » Karim rit doucement, caressant son visage. « Habibi, tu n'as plus besoin de travailler. Quel genre de mari serais-je si je laissais ma femme s'épuiser dans des gardes à l'hôpital? De plus, nous avons beaucoup d'événements sociaux importants. J'ai besoin de toi à mes côtés, impeccable et reposé. » Sarah avala difficilement, ressentant un poids étrange dans son estomac. Mais le sourire aimant de Karim et son toucher doux dissipent momentanément ses inquiétudes. Après tout, il ne voulait que son bien, n'est-ce pas? Les cours ont commencé la semaine suivante. La routine de Sarah s'est rapidement remplie de leçons d'arabe le matin, d'étiquette l'après-midi et d'études sur la culture locale en fin de journée. Entre les cours, elle avait des séances avec des coachs personnels, des esthéticiennes et des conseillères en mode. « Tu es chaque jour plus éblouissante », commenta Karim un soir, lors d'un dîner avec d'importants hommes d'affaires locaux. « Tout le monde dit que j'ai de la chance d'avoir une épouse si dévouée à s'adapter à nos coutumes. » Sarah sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas parlé à Lisa ou à ses autres amis. Chaque fois qu'elle essayait de faire un appel vidéo, quelque chose surgissait. Un engagement social, un cours supplémentaire, un événement caritatif auquel Karim insistait pour qu'elle assiste. Un après-midi, en naviguant sur ses réseaux sociaux, Sarah remarque quelque chose d'étrange. Ses photos les plus récentes avaient disparu et son profil semblait différent. « J'ai demandé à l'équipe informatique d'ajuster tes réseaux sociaux, » explique Karim lorsqu'elle l'interroge.
Certaines de tes photos n'étaient pas appropriées pour l'épouse d'un homme de ma position. Ne t'inquiète pas, ils s'occuperont de tout désormais. Mais ce sont mes réseaux sociaux, proteste Sarah, ressentant une pointe d'irritation. Je devrais pouvoir décider de ce que je poste. Le visage de Karim se durcit légèrement, bien que son ton reste doux. Sarah, tu dois comprendre que tu représentes désormais notre famille. Chaque post, chaque photo, chaque commentaire reflète sur nos affaires et nos relations sociales. C'est pour ton bien. Cette nuit-là, allongée dans le lit king size, Sarah essaie d'appeler sa mère. Elle a besoin de se confier, de partager ses inquiétudes grandissantes. Mais lorsqu'elle prend son téléphone, elle réalise qu'il a été remplacé par un nouveau modèle. « Cadeau de ma part », dit Karim en entrant dans la chambre. L'autre était trop démodé. Celui-ci est plus sûr, déjà configuré avec tous les contacts importants. Sarah parcourt la liste des contacts. Tous ses anciens numéros ont disparu. Lorsqu'elle interroge, Karim explique qu'il a sélectionné uniquement les contacts nécessaires pour sa nouvelle vie. « Et ma famille? Mes amis ?»« Bien sûr que tu peux parler à ta famille, » répond-il en embrassant son front. « Mais c'est... Amie infirmière, eh bien vous n'avez plus grand-chose en commun, n'est-ce pas? Maintenant tu as de nouvelles amies, les épouses d'hommes importants comme moi. » Les nouvelles amies étaient un groupe sélect de femmes de la haute société locale. Elles se retrouvaient lors de thés élaborés et de séances de shopping dans les boutiques les plus exclusives. Les conversations tournaient autour de bijoux, de voyages et des dernières rumeurs mondaines. Sarah se sentait comme une actrice dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Lors d'une de ces rencontres, elle fit la connaissance d'Amira, l'épouse de l'un des associés de Karim. Quelque chose dans son regard attira l'attention de Sarah. Une compréhension silencieuse, comme si elle reconnaissait le combat intérieur que Sarah traversait. « Au début, c'est difficile », murmura Amira lorsqu'elles se retrouvèrent brièvement seules. « Mais on apprend à trouver de petits espaces de liberté dans les règles. » Avant que Sarah ne puisse répondre, elles furent interrompues par l'arrivée d'autres femmes. Mais les paroles d'Amira résonnèrent dans son esprit, accompagnées d'une question de plus en plus insistante. Jusqu'où allaient ces petits espaces de liberté? Le soir, en observant Dubaï scintiller à travers les immenses fenêtres de sa demeure, Sarah se surprit à repenser à sa vie d'avant. Les gardes mouvementés à l'hôpital, les fous rires avec ses amis, la liberté de simplement sortir, prendre un café seul. Son reflet dans la vitre montrait une femme impeccablement coiffée, couverte de bijoux coûteux, mais ses yeux verts semblaient différents, comme si quelque chose s'éteignait lentement en eux. Karim arriva derrière, elle l'enveloppant dans une étreinte affectueuse. « À quoi penses-tu, mon amour ?»« À rien d'important, » répondit Sarah en forçant un sourire. Mais au fond d'elle, une voix de plus en plus forte commençait à se demander quel était le véritable prix de ce conte de fées. L'été à Dubaï arriva avec une intensité étouffante. À l'intérieur de la demeure climatisée, Sarah observait par la fenêtre les vagues de chaleur déformer le paysage, tout en attendant une nouvelle visite sociale parmi les innombrables qui remplissaient ses journées. Sa garde-robe, autrefois remplie de jeans et de t-shirts confortables, débordait maintenant d'abayas en soie et de robes de créateurs soigneusement sélectionnées par sa conseillère en mode. Madame Al-Rahman, appela Fatima, son assistante. Personnel, Madame Amira est arrivée pour le thé. Sarah ajusta son hijab en soie, une pièce que Karim insistait pour qu'elle porte lors des occasions sociales, et descendit pour accueillir son seul lien avec quelque chose de proche, de la réalité dans ce monde doré. Ces derniers mois, Amira était devenue une présence constante, bien que leur conversation soit toujours soigneusement mesurée. « Comment vas-tu, Habibi ?» demanda Amira, après les salutations d'usage. Ses yeux sombres étudièrent Sarah avec attention. « Bien, » répondit Sarah automatiquement, son sourire de circonstance déjà en place. Mais dès que les domestiques se retirèrent, les laissant seuls dans le jardin d'hiver, son expression changea. « En fait, Amira, je me sens étouffée. » Amira hocha la tête, compréhensive. « J'ai remarqué que tu n'étais pas venue au dernier événement caritatif. » Karim a pensé qu'il valait mieux que je n'y aille pas, soupira Sarah, en tournant sa tasse de thé entre ses mains. Apparemment, lors de la dernière fête, j'ai trop parlé avec un photographe occidental. Il a dit que ce n'était pas approprié. Et tu as essayé de discuter? Bien sûr. J'ai dit que c'était juste une conversation sur la photographie
que le jeune homme me montrait son travail avec des enfants défavorisés. Sarah baissa la voix, même si elles étaient seules. Mais Karim est devenu différent. Il a dit que je ne comprenais pas encore les nuances de notre société, que je devais protéger ma réputation, notre réputation. Amira posa délicatement sa tasse sur la table. « Sarah, ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à ta famille ?» La question frappa Sarah comme un coup de poing. Je ne sais pas exactement. Karim dit toujours qu'ils sont occupés. Quand j'essaie d'appeler ou que le décalage horaire n'est pas pratique, les visioconférences ne fonctionnent jamais correctement. Et tes réseaux sociaux? Ils ont été complètement repris par l'équipe de communication. Sarah a fait des guillemets dans l'air, sa frustration évidente. Je reconnais à peine les photos qu'ils postent. Toujours à des événements, toujours souriante, toujours... L'épouse parfaite. Sarah. Amira s'est penchée en avant, sa voix à peine un murmure. Tu dois être prudente, mais tu dois aussi garder un lien avec ton monde. Ne laisse pas qu'il coupe tous tes liens. Avant qu'elle ne puisse continuer. Leur conversation, elles ont entendu des pas approcher. Karim est apparu, souriant avec charme. « Quelle agréable surprise de te trouver ici, Amira, a-t-il dit, embrassant le front de Sarah. « J'espère que tu prends bien soin de ma femme. »« Toujours, Karim, a répondu Amira en se levant. « Mais je dois y aller. Mon mari m'attend pour le dîner. » Après le départ d'Amira, Karim s'est tourné vers Sarah avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as vu beaucoup Amira ces derniers temps. »« C'est une bonne amie, » s'est défendue Sarah. « Oui, mais il serait peut-être préférable de diversifier tes amitiés. L'épouse de Cheikh Abdullah a montré de l'intérêt à mieux te connaître. Ce serait plus approprié. » Sarah a senti son estomac se nouer. C'était toujours comme ça que ça commençait. Des suggestions subtiles qui se transformaient rapidement en réalité. Des choix qui n'en étaient pas vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Sarah a trouvé une enveloppe sur sa coiffeuse. À l'intérieur, une invitation pour un resort exclusif aux Maldives. « J'ai pensé que nous pourrions prendre des vacances », a annoncé Karim, en entrant dans la chambre. « Juste nous deux, comme une seconde lune de miel. » Le cœur de Sarah s'est accéléré, mais pas d'excitation. Les dernières vacances avaient été sur une île privée, complètement isolée, où elle avait passé 2 semaines sans accès à Internet ou au téléphone, pour nous reconnecter, comme Karim l'avait dit. « Mais, et mon cours d'histoire de l'art ?» a-t-elle demandé, essayant de garder sa voix ferme. C'était le seul cours qui lui procurait encore un peu de plaisir, dispensé en ligne par une université américaine. « Je l'ai déjà annulé », a répondu Karim, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu pourras le reprendre à notre retour. Ou peut-être trouverons-nous quelque chose de plus adapté à tes nouveaux centres d'intérêt. » Sarah a observé son reflet dans le miroir de la coiffeuse. La femme qui la regardait semblait une étrangère, parfaitement apprêtée dans ses soies coûteuses et ses bijoux étincelants. Où était l'infirmière déterminée qui sauvait des vies? La jeune femme qui aimait sortir danser avec ses amis? La fille qui parlait à sa mère tous les jours? « Karim, a-t-elle commencé, rassemblant son courage. « J'aimerais rendre visite à ma famille aux États-Unis bientôt. Ça fait si longtemps. »« Bien sûr, mon amour, a-t-il répondu doucement, mais ses yeux se sont durcis. « Quand le moment sera approprié. Nous avons maintenant de nombreux engagements importants. La famille du cheikh prévoit plusieurs événements dans les prochains mois, et vous savez à quel point notre présence est cruciale. » Sarah hocha mécaniquement la tête, avalant les mots qu'elle voulait vraiment dire. Le soir, allongée à côté de son mari endormi, elle pensa aux paroles d'Amira sur la recherche de petits espaces de liberté. Mais chaque jour qui passait, ces espaces semblaient rétrécir comme de l'eau glissant entre ses doigts. Le reflet dans le miroir de la penderie montrait une Sarah méconnaissable pour elle-même, vêtue d'un ensemble Chanel exclusif dans des tons de rose pâle, des bijoux Cartier ornant son cou et ses poignets, les cheveux impeccablement coiffés par son coiffeur personnel. C'était comme si elle était déguisée pour une fête costumée qui ne finissait jamais. « Madame est-elle prête pour le déjeuner de bienfaisance ?» demanda Fatima, son assistante, interrompant ses pensées. « Presque, » répondit Sarah, ajustant son hijab de soie. Ses mains tremblaient légèrement, et elle respira profondément pour se calmer. C'était son premier événement social après 2 semaines de repos à la maison, une période que Karim avait insisté pour qu'elle prenne après ce qu'il avait qualifié de comportement inapproprié, lors d'un dîner avec des investisseurs. Son crime
avoir exprimé une opinion différente sur la politique internationale pendant le dessert. L'incident avait abouti à une longue conversation avec Karim dans son bureau où il avait, avec toute sa calme caractéristique, expliqué comment son impulsivité occidentale pouvait nuire à leurs affaires et relations sociales. « Ah Bibi, t'avait-il dit, tenant ses mains avec une fausse tendresse, tu dois comprendre que chaque mot que tu prononces reflète sur notre famille. Peut-être devrais-tu te concentrer sur des sujets plus appropriés pour une dame de ton rang. » Le bruit des talons de Sarah résonnait dans les couloirs de marbre alors qu'elle descendait retrouver son chauffeur. Karim avait insisté pour qu'elle ne conduise pas. « Ce n'est pas sûr pour toi, mon amour. » Alors elle dépendait maintenant de Mohammad, un chauffeur silencieux et discret pour tous ses déplacements. Le déjeuner de bienfaisance avait lieu au Burj Al Arab, et Sarah observa la ville à travers les vitres teintées de la Mercedes blindée. Dubaï restait aussi éblouissante que toujours, mais maintenant, elle ressemblait à une prison dorée, chaque gratte-ciel un nouvel ensemble de barres étincelantes. « Sarah, ma chère !» s'exclama Leila, l'épouse du cheikh Abdullah, dès qu'elle entra dans le salon. « Vous nous avez manqué ces dernières semaines. Karim nous a dit que vous étiez souffrante. »« Oui, juste un malaise passager, » répondit Sarah en forçant un sourire, remarquant les regards curieux des autres femmes. Elle savait que son absence avait suscité des commentaires, des théories, des ragots chuchotés derrière des éventails coûteux et des tasses de thé. Le déjeuner se déroulait comme une pièce de théâtre bien répétée. Des femmes de la haute société discutèrent de leurs causes caritatives préférées, comparaient leurs dernières acquisitions, en bijoux et sacs à main, planifiaient leur prochain voyage à Paris ou Milan. Sarah appela Leila pendant le dessert. « J'ai entendu dire que vous étiez infirmière aux États-Unis, que c'est particulier. » Le ton condescendant ne passa pas inaperçu. « Oui, je travaillais aux urgences de l'hôpital central de Boston, » répondit Sarah, ressentant une pointe de fierté pour son passé, même si cela semblait maintenant appartenir à une autre vie. « Oh, comme c'est intéressant !» sourit Leila avec une fausse douceur. « Mais maintenant, vous devez être si heureuse de pouvoir vous consacrer à des causes plus nobles, n'est-ce pas? Karim a mentionné que vous envisagiez de présider le comité de collecte de fonds pour le nouvel hôpital pour enfants. » Sarah avala difficilement. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cela. « Oui, bien sûr, » répondit-elle automatiquement, les mots sortant comme s'ils étaient programmés. Après le déjeuner, alors qu'elle attendait Mohammad. Dans le hall, Sarah vérifia son nouveau téléphone. Le troisième que Karim lui avait offert ces derniers mois, chacun doté de plus de fonctionnalités de sécurité que le précédent. Il n'y avait aucun message de sa famille ou de ses anciennes amies. En fait, il n'y avait aucun moyen de les contacter, car tous ces anciens numéros avaient mystérieusement disparu lors des mises à jour du système. Soudain, un visage familier attira son attention de l'autre côté du hall. C'était Lisa, sa meilleure amie de l'époque des études en soins infirmiers. Son cœur s'emballa. Lisa était à Dubaï? Comment? Pourquoi? Sans réfléchir à deux fois, Sarah se dirigea vers elle, mais fut interrompue par Mohammad qui apparut discrètement à ses côtés. « Madame Al-Rahman, Monsieur Karim a demandé que je vous ramène directement à la maison. Il a une surprise préparée pour vous. » Sarah hésita, regardant à nouveau l'endroit où elle avait vu Lisa, mais celle-ci avait déjà disparu. Était-ce simplement son imagination? Une projection de son désespoir de se reconnecter à son passé. À la maison, Karim l'attendait avec un sourire radieux et une boîte de Van Cleef & Arpels. « Pour célébrer ton retour à la vie sociale », expliqua-t-il, en posant un collier de diamants étincelant autour de son cou. « C'est magnifique », murmura Sarah, observant les pierres scintiller dans le miroir. Chaque nouveau cadeau semblait être un maillon supplémentaire d'une chaîne invisible. « J'ai d'autres nouvelles », poursuivit Karim l'enlaçant par derrière. « J'ai obtenu ce poste au comité de l'hôpital pour enfants pour toi. Ce sera parfait. Tu pourras utiliser ton expérience médicale d'une manière plus adaptée à ta position actuelle. » Sarah observa leur reflet dans le miroir, l'image parfaite d'un couple accompli. Mais alors que Karim souriait, satisfait, elle remarqua quelque chose dans ses propres yeux, une petite flamme de rébellion qui, malgré toutes les tentatives pour l'étouffer, persistait à briller. Cette nuit-là, allongée dans son lit, au drap égyptien, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à Lisa. Était-ce vraiment elle? Et si c'était le cas, comment pourrait-elle la contacter?
Pour la première fois depuis des mois, un plan commençait à se former dans son esprit. Pas encore une fuite, mais une résistance. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sarah se réveilla, son corps encore ajusté au rythme effréné des gardes de nuit qui semblaient appartenir à une vie antérieure. À ses côtés, Karim dormait profondément, inconscient de la tempête qui se formait dans l'esprit de sa femme. Avec précaution pour ne pas le réveiller, Sarah glissa hors du lit et se dirigea vers le balcon. La ville était encore enveloppée d'une brume matinale, les gratte-ciels émergeant comme des géants endormis à l'horizon. Un instant, elle se permit de rêver à la liberté que cette vue promettait. De retour dans la chambre, Sarah prit la tablette que Karim lui avait offerte. Pour tes lectures approuvées, comme il l'avait dit. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le navigateur et pour la première fois depuis des mois, essaya d'accéder à ses anciens réseaux sociaux. À sa grande surprise, elle parvint à se connecter à son compte Instagram. Les photos les plus récentes avaient toutes été soigneusement sélectionnées et éditées par l'équipe des relations publiques de Karim, montrant une Sarah souriante lors d'événements caritatifs, d'inauguration et de dîners de gala. Mais en faisant défiler vers le bas, elle trouva des traces de sa vie d'avant. Des photos avec ses collègues de l'hôpital, des moments détendus avec Lisa, des images d'une Sarah libre et heureuse. Une notification apparut à l'écran. Un message direct. Le cœur de Sarah faillit s'arrêter en voyant le nom. Lisa. C'est bien toi? Je suis à Dubaï. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Hôtel Atlantis, chambre 1108, aujourd'hui à 14h. Viens si tu peux. Elle. Sarah relut le message plusieurs fois, ayant du mal à croire ce qu'elle voyait. C'était l'opportunité qu'elle attendait, un lien avec son passé, une éventuelle issue. Mais comment échapper à la surveillance constante de Karim? Comme invoqué par ses pensées, Karim bougea dans le lit. Sarah ferma rapidement l'application et effaça l'historique de navigation, une habitude qu'elle avait développée ces dernières semaines. « Bonjour, Habibi », murmura Karim en se levant et en embrassant son front. « Prête pour le grand jour ?» Sarah força un sourire. « Grand jour ?» Le déjeuner avec le comité de l'hôpital, tu te souviens? C'est ta chance de les impressionner avec tes idées pour le service pédiatrique. Le déjeuner, bien sûr. Encore une obligation sociale déguisée en opportunité. Mais maintenant, avec le message de Lisa résonnant dans son esprit, Sarah voyait une possibilité. Karim, commença-t-elle, pesant chaque mot, je pensais faire quelques courses avant le déjeuner, pour choisir une tenue adaptée à l'occasion. Karim fronça légèrement les sourcils. Tu as un dressing plein de vêtements appropriés, mon amour. De plus, je pensais que Mohamed pourrait t'emmener directement au restaurant. S'il te plaît, insista Sarah, détestant le ton presque suppliant de sa voix. Ça fait si longtemps que je ne suis pas sortie seule. Je promets d'être discrète et d'être à l'heure pour le déjeuner. Pendant un instant, Sarah craignit d'être allée trop loin. Elle vit une lueur de suspicion dans les yeux de Karim, mais à sa surprise, il sourit. « Très bien », concéda-t-il. « Mais emmène Fatima avec toi et utilise la voiture avec chauffeur, pas de taxi. » Sarah hocha la tête, parvenant à peine à contenir son soulagement. C'était moins qu'elle ne l'aurait souhaité, mais c'était un début. Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs. Sarah choisit soigneusement une tenue conservatrice pour le déjeuner, sachant que Karim demanderait probablement des photos comme preuve de ses emplettes. Fatima, toujours discrète, semblait ne pas remarquer l'agitation inhabituelle de sa patronne. À 13h30, la voiture se gara devant le Dubai Mall. « Je vais jeter un coup d'œil aux bijouteries », dit Sarah à Fatima. « Pourquoi ne profites-tu pas pour faire une pause? On se retrouve ici dans 1 heure. » Fatima hésita, visiblement tiraillée entre les ordres de Karim et le désir de faire plaisir à Sarah. « Vous en êtes sûre, madame ?»« Absolument, » sourit. « Sarah, je vais juste regarder quelques pièces pour assortir à ma nouvelle robe, rien de plus. » Dès que Fatima s'éloigna, Sarah se précipita vers la sortie, le cœur battant la chamade. Elle prit le premier taxi qu'elle vit, donnant l'adresse de l'hôtel Atlantis. Le trajet sembla durer une éternité. À chaque feu rouge, Sarah vérifiait sa montre, consciente que chaque minute l'éloignait de la sécurité de sa routine soigneusement contrôlée et la rapprochait d'un avenir incertain. En arrivant à l'hôtel, elle courut presque dans les couloirs, trouvant la chambre 1508 avec des mains tremblantes. Elle frappa à la porte, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. La porte s'ouvrit
Et là se tenait Lisa, exactement comme Sarah s'en souvenait, les cheveux noirs ébouriffés, les yeux marrons pleins d'inquiétude. « Oh mon Dieu, Sarah !» s'exclama Lisa, l'attirant dans une étreinte serrée. « Tu es vraiment venue ?» Sarah se permit un moment de réconfort dans les bras de son amie, avant de s'écarter, consciente du temps limité. « Lisa, qu'est-ce qui se passe? Comment tu m'as trouvée ?» Lisa l'attira à l'intérieur de la chambre, refermant rapidement la porte. « Sarah, nous sommes tous inquiets pour toi. Tes messages sont devenus étranges, puis ils ont complètement cessé. Ta mère est désespérée. Nous avons réussi à localiser ta position grâce à quelques photos postées sur les réseaux sociaux de ton mari. » Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je ne savais pas. Karim, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. » « Nous nous en doutions, » dit Lisa doucement. « Sarah, nous sommes venus te chercher. Il y a un vol pour Boston ce soir. Nous pouvons te sortir d'ici. » Le monde sembla s'arrêter un instant. L'offre de liberté était là, tangible, à bout. Quelques pas seulement, mais les implications, les risques, je ne sais pas si je peux, murmura Sarah, la réalité de sa situation pesant sur elle. Karim, il a tellement de pouvoir ici. Et s'il nous trouve? Et si... Une sonnerie insistante sur son téléphone l'interrompit. C'était un message de « Karim, où es-tu? Fatima a dit que tu avais disparu. Je vais au centre commercial maintenant. » La panique s'empara de Sarah. Elle regarda Lisa, ses yeux reflétant la terreur qu'elle ressentait. « Je dois y aller, dit-elle, sa voix tremblante. Il va me trouver. » Lisa lui serra fermement les mains. « Sarah, tu n'as pas besoin de revenir. Nous pouvons partir maintenant, aller directement à l'aéroport. » Pendant un moment, Sarah hésita. La liberté était si proche, mais la peur, cultivée par des mois de manipulation subtile, était trop forte. « Je ne peux pas, dit-elle finalement, les larmes coulant librement. « Pas maintenant. Mais je te promets, je trouverai un moyen de m'en sortir. J'ai juste besoin de temps. » Lisa l'embrassa une fois de plus, glissant un petit dispositif dans sa poche. « C'est un téléphone prépayé, » murmura-t-elle. « Garde-le caché. Nous te contacterons. » Sarah hocha la tête, essuyant rapidement ses larmes. Avec un dernier regard à son amie, elle quitta la chambre, courant retourner à la vie qui était devenue sa prison dorée. Le cœur de Sarah battait frénétiquement tandis que le taxi serpentait dans le trafic de Dubaï, la ramenant au centre commercial. Ses mains tremblaient en tapant un message à Karim. « Désolé, chérie, j'ai perdu la notion du temps chez le joaillier. Je reviens au centre commercial maintenant. » En arrivant au Dubai Mall, Sarah se précipita vers la bijouterie la plus proche, priant pour que Karim ne soit pas encore arrivé. Elle eut à peine le temps de feindre de l'intérêt pour une paire de boucles d'oreilles lorsqu'elle entendit sa voix derrière elle. « Sarah !» La voix de Karim était calme, mais ses yeux brillaient d'un mélange d'inquiétude et de suspicion. « Que s'est-il passé? J'étais inquiet quand Fatima a dit que tu avais disparu. » Sarah avala difficilement, forçant un sourire. « Désolé, mon amour, je voulais te faire une surprise avec un cadeau. Je me suis laissé distraire en regardant les vitrines. » Karim étudia son visage un moment, avant de se détendre visiblement. « Ah Bibi, tu n'as pas besoin de m'acheter des cadeaux. C'est moi qui devrais te couvrir de bijoux. » Sarah rit nerveusement, sentant le poids du téléphone caché dans sa poche. « Tu as raison. Et si nous allions au déjeuner du comité ?» Le reste de la journée se déroula comme une pièce de théâtre élaborée, Sarah jouant le rôle de l'épouse parfaite avec une précision qui l'effrayait. Au déjeuner, elle sourit, fit de petites remarques sur l'importance de l'aile pédiatrique et laissa Karim conduire la majeure partie de la conversation. Le soir, seule dans la salle de bain de sa suite, Sarah trouva enfin le courage d'allumer le téléphone que Lisa lui avait donné. Il y avait un seul message. « Nous serons prêts quand tu le seras. Reste en sécurité. » Les jours qui suivirent, Sarah se retrouva partagée entre deux mondes. Extérieurement, elle continuait d'être Madame Al-Rahman, toujours impeccable, toujours souriante. Mais intérieurement, une tempête se formait. Chaque sourire forcé, chaque décision prise par Karim en son nom, chaque liberté refusée alimentait sa détermination à s'échapper. Une semaine après la rencontre avec Lisa, Karim annonça pendant le petit déjeuner. « J'ai une surprise pour toi, mon amour. Nous allons passer un mois dans notre maison d'été à Monaco. » L'estomac de Sarah se tordit. Monaco signifiait encore plus d'isolement, encore plus de contrôle.
Mais qu'en est-il de mes engagements ici? Le comité de l'hôpital. Je m'en suis déjà occupé, sourit Karim, visiblement fier de son efficacité. En fait, j'ai pensé que nous pourrions commencer à planifier notre famille. Loin des pressions de Dubaï, nous aurions le temps de nous concentrer là-dessus. La tasse que Sarah tenait faillit lui glisser des mains. Un bébé. La dernière encre qui la lierait définitivement à cette vie. Karim, je ne sais pas si je suis prête. Le sourire de Karim vacilla un instant. Sarah, nous en avons déjà parlé. Une famille renforcerait notre position sociale. De plus, n'est-il pas temps de laisser de côté ces idées occidentales sur la carrière? Ta place est à mes côtés, en tant que mon épouse et la mère de mes enfants. Cette nuit-là, alors que Karim dormait, Sarah se faufila jusqu'au dressing, le téléphone caché tremblant dans ses mains. Elle tapota rapidement « Je dois partir maintenant ». La réponse arriva presque instantanément. Demain 15 h, Burj Al Arab, fais semblant d'aller au spa. Nous t'attendrons dans le hall. Le lendemain se leva avec une clarté que Sarah n'avait pas ressentie depuis des mois. Chacun de ses mouvements était calculé, chaque sourire soigneusement répété. « Karim, chéri, dit-elle doucement pendant le petit déjeuner. J'ai réfléchi. Avant d'aller à Monaco, j'aimerais faire une journée spa. Tu sais, pour me préparer à nos essais pour avoir un bébé. » Karim sourit, visiblement satisfait de la soumission apparente de Sarah. « Bien sûr, mon amour. Fais les réservations. Que tu veux. Mohamed sera à ta disposition. » À 14h30, Sarah entra dans le Burj Al Arab, son cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Elle se dirigea vers la réception du spa, consciente des caméras de sécurité omniprésentes. « Madame Al-Rahman, sourit la réceptionniste, votre suite est prête. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Sarah suivit la femme, ses jambes tremblant légèrement. En tournant dans un couloir loin des caméras, la réceptionniste murmura « Continuez tout droit et tournez à gauche. Il y a une sortie de service. Une voiture vous attend. » Pendant un moment, Sarah hésita. Toute sa vie des dernières années, le luxe, la sécurité financière, la position sociale, défilèrent dans son esprit. Mais ensuite, elle se souvint de qui elle était auparavant, de l'infirmière dévouée, de la femme indépendante. Avec un hochement de tête décidé, elle avança. Le couloir de service semblait interminable. Chaque pas l'éloignait de sa cage dorée et la rapprochait d'un avenir incertain. Enfin, elle vit la porte. Elle la poussa avec force et l'air frais de Dubaï la frappa comme une vague. Une voiture ordinaire, rien de luxueux, était garée là. Lisa fit signe depuis le siège du conducteur. « Vite !» cria-t-elle. Sarah courut, se jetant sur le siège passager. Alors que la voiture démarrait, elle regarda en arrière, voyant le Burj Al Arab s'éloigner, un symbole de tout ce qu'elle laissait derrière elle. « Où allons-nous » demanda Sarah, sa voix tremblante. « Aéroport » répondit Lisa, concentrée sur la route. « Nous avons des billets pour Istanbul et de là pour Boston. Ta mère t'attend. » Sarah hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Alors que la voiture accélérait dans les rues de Dubaï, elle s'autorisa pour la première fois depuis des années un véritable sourire. L'avenir était incertain, mais il était à elle de le façonner. L'aéroport international de Dubaï grouillait d'activités, une ruche humaine de voyageurs pressés et de touristes émerveillés. Pour Sarah, chaque visage semblait être un potentiel informateur de Karim, chaque annonce sur le système de sonorisation un possible message d'alerte. « Garde la tête basse », murmura Lisa, la guidant habilement à travers la foule. « Notre contact nous retrouvera à la porte d'embarquement. » Sarah hocha silencieusement la tête, ajustant le foulard qui couvrait partiellement son visage. Ses mains transpiraient, serrant le petit sac qui ne contenait que ses documents et quelques bijoux qu'elle avait réussi à cacher, son unique ressource financière pour le moment. Alors qu'ils avançaient, Sarah ne pouvait s'empêcher de remarquer les contrastes saisissants. Il y avait à peine quelques heures, elle était Madame Al-Rahman, l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de Dubaï. Maintenant, elle n'était qu'une voyageuse anonyme de plus, fuyant une vie que beaucoup auraient considérée comme un rêve accompli. Sarah Al-Rahman, la voix grave fit bondir son cœur. Un instant de panique lui fit croire que tout était perdu. Mais l'homme qui s'approchait n'était pas l'un des gardes de Karim. C'était un homme d'âge mûr, aux yeux doux et au sourire réconfortant. « Je suis le docteur Mehmet », se présenta-t-il discrètement. «
Je travaille pour une organisation qui aide les femmes dans des situations compliquées. Nous allons prendre un vol pour Istanbul où nous ferons une correspondance pour Boston. Sarah ressentit une vague de soulagement, mais l'anxiété persistait. Et si Karim a déjà alerté les autorités? Ne vous inquiétez pas, la rassura Lisa. Nous avons des contacts qui ont assuré votre sortie. De plus, Karim pense probablement encore que vous êtes au spa. Nous avons quelques heures d'avance. Le processus d'embarquement sembla durer une éternité. Chaque vérification de passeport, chaque inspection de sécurité était une épreuve pour les nerfs de Sarah. Elle gardait les yeux baissés, priant silencieusement pour que personne ne la reconnaisse. Enfin, assise dans le siège de l'avion, Sarah se permit de respirer. Les turbines se mirent en marche et elle sentit la poussée familière du décollage. Alors que l'avion prenait de l'altitude, elle regarda par le hublot, voyant Dubaï se transformer en un tapis de lumière scintillante. « C'est fini », murmura-t-elle à elle-même, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Enfin, c'est fini. » Lisa, assise à ses côtés, lui prit la main. « Vous avez été très courageuse, Sarah. Je sais que ce n'était pas une décision facile. » Sarah hocha la tête, un tourbillon d'émotions l'envahissant. Soulagement, peur, culpabilité, espoir, tout se mélangeait dans sa poitrine. « Et maintenant, que se passe-t-il quand nous arriverons à Boston ?» Le docteur Mehmet, assis devant elle, se retourna. « Nous avons un appartement sécurisé et préparé pour vous. Dans les prochains jours, nous travaillerons à assurer votre sécurité légale et émotionnelle. Un long chemin vous attend, mais vous ne serez pas seul. » Les heures de vol passèrent dans un flou de conversations chuchotées, de plans élaborés et de moments de silence réflexif. À Istanbul, pendant la correspondance, Sarah eut un moment de panique en voyant son visage sur un écran de télévision à l'aéroport. Karim avait annoncé sa disparition, offrant une récompense pour toute information. « Restez calme », lui dit le docteur Mehmet. « Nos contacts s'en occupent déjà. Nous serons bientôt de nouveau en vol. » Le vol pour Boston sembla interminable. Sarah oscillait entre des moments de profonde exhaustion et des poussées d'adrénaline. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Karim, tantôt souriant avec tendresse, tantôt déformé par la colère. Quand ils atterrirent enfin à Boston, le soleil se levait. L'air froid de la Nouvelle-Angleterre frappa Sarah comme une gifle, la sortant d'une transe qui semblait avoir duré des années. « Sarah !» La voix familière fit bondir son cœur. Sa mère, Jennifer, courait vers elle, les yeux pleins de larmes. L'étreinte qui suivit fut cathartique. Des années d'émotions refoulées, de peur inexprimée et d'amour inconditionnel se manifestèrent à ce moment. « Ma petite fille », sanglota Jennifer, tenant le visage de Sarah entre ses mains. « Tu es à la maison maintenant. Tu es en sécurité. » Dans les jours qui suivirent, Sarah se retrouva plongée dans un tourbillon d'activités. Des réunions avec des avocats pour discuter de sa situation légale, des séances avec des psychologues pour commencer à digérer le traumatisme et de longues conversations avec sa famille, comblant les vides des années de séparation. Une semaine après son arrivée, Sarah était assise sur le balcon de l'appartement sécurisé, observant l'agitation de la ville. Boston, avec son rythme effréné et sa familiarité réconfortante, semblait un monde à part de Dubaï. Lisa la rejoignit, apportant 2 tasses de café. « Comment te sens-tu » Sarah respira profondément, sentant l'arôme réconfortant du café. Honnêtement, perdu. Soulagé, mais perdu. C'est comme si je devais réapprendre à être moi-même. « Cela prendra du temps, » dit Lisa avec un sourire doux. « Mais tu es forte, Sarah. Tu l'as toujours été. Tu te souviens de ces gardes impossibles aux urgences ?» Sarah rit, le souvenir apportant une chaleur familière à sa poitrine. On dirait que c'était dans une autre vie. Et c'était le cas, acquiesça Lisa. Mais cette Sarah est toujours là. Elle a juste besoin de temps pour ressurgir. Ce soir-là, seule dans sa chambre, Sarah prit un petit miroir à main, le seul objet qu'elle avait emporté de sa vie à Dubaï. En regardant son reflet, elle vit les traits de la jeune infirmière qu'elle était, mêlés à ceux de la femme qu'elle était devenue. Ses yeux, autrefois si remplis de peur, brillaient maintenant d'une détermination renouvelée. Un jour, à la fois, murmura-t-elle à elle-même, une promesse et un rappel. Dehors, les lumières de Boston scintillaient, un phare d'espoir et de possibilités. Sarah savait que le chemin devant elle serait difficile. Il y aurait des batailles juridiques, des moments de doute et le long processus de guérison émotionnelle.
Mais pour la première fois depuis des années, l'avenir ne semblait plus être une sentence, mais une opportunité. Posant le miroir de côté, Sarah prit un bloc-notes et commença à écrire. Pas un journal, mais des plans. Des plans pour reprendre ses études, pour retourner à l'infirmerie, pour aider d'autres femmes qui, comme elle, se trouvaient piégées, dans des cages dorées. Le voyage de Sarah était loin d'être terminé. En fait, à bien des égards, il ne faisait que commencer. Mais maintenant, libérée des chaînes invisibles qui la retenaient, elle était prête à affronter chaque défi, un pas à la fois, vers un avenir qui lui appartenait vraiment. L'automne à Boston peignait les rues de tons rouges et dorés, une palette si différente des étés éternels de Dubaï que Sarah se surprenait encore à s'émerveiller du changement. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa fuite, et chaque jour apportait de nouveaux défis et découvertes. Ce matin d'octobre, Sarah se préparait pour une étape importante dans son parcours de rétablissement, son premier entretien d'embauche depuis son retour. L'hôpital local recrutait des infirmières pour le service des urgences, et malgré le trac, elle ressentait une excitation familière à l'idée de retourner à la profession qu'elle aimait tant. « Tu vas très bien t'en sortir », l'encouragea Jennifer en ajustant le col de la chemise de sa fille. « Rappelle-toi, tu n'as pas perdu tes compétences. Elles sont juste restées endormies pendant un moment. » Sarah hocha la tête, reconnaissante pour le soutien constant de sa mère. Les derniers mois n'avaient pas été faciles pour aucune d'entre elles. Il y avait eu des nuits de cauchemars, des jours d'anxiété paralysante et des moments où le poids de ses expériences semblait l'écraser. Mais il y avait aussi des rires retrouvés, des câlins réconfortants et la lente mais constante reconstruction de sa confiance. « Maman » hésita Sarah, une pensée récurrente trouvant enfin sa voix. « Et s'il me demande à propos du temps que j'ai passé à l'étranger ?» Jennifer prit les mains de sa fille, son regard ferme et aimant. « Tu dis la vérité, ma chérie. Pas toute, mais suffisamment. Tu as eu une expérience internationale qui t'a fait grandir en tant que personne. Maintenant, tu es de retour, plus forte et déterminée que jamais. » Avec un dernier câlin encourageant de sa mère, Sarah partit pour l'entretien. Le chemin jusqu'à l'hôpital était familier, mais en même temps nouveau. Chaque coin de rue, chaque bâtiment semblait chargé de souvenirs de sa vie précédente, mêlés à la promesse d'un nouveau départ. L'entretien se déroula plus calmement que Sarah ne l'avait prévu. Son expérience précédente dans le service des urgences était un atout majeur, et bien qu'il y ait eu quelques questions sur son temps sabbatique, elle parvint à y répondre avec une version simplifiée de la vérité. « Eh bien, Madame Matthews, » conclut l'intervieweuse Dr Rodriguez avec un sourire chaleureux, « je dois dire que je suis impressionné. Votre passion pour l'infirmerie est évidente, et votre expérience internationale peut apporter une perspective précieuse à notre équipe. Quand pourriez-vous commencer ?» Le cœur de Sarah bondit. « Immédiatement », répondit-elle sans hésiter. En sortant de l'hôpital avec une offre d'emploi en main, Sarah sentit une vague d'émotion l'envahir. Joie, soulagement, mais aussi une pointe d'appréhension. C'était un grand pas, un plongeon de retour dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Ce soir-là, lors d'une petite célébration avec sa mère et Lisa, Sarah se permit de vraiment sourire, un sourire qui atteignait ses yeux pour la première fois depuis longtemps. « Un toast », proposa Lisa en levant son verre, « à notre Sarah, infirmière extraordinaire, survivante courageuse et amie incroyable. » Alors que les verres s'entrechoquaient, Sarah ressentit une pointe de culpabilité. « Parfois, je me demande si je mérite tout ça », avoua-t-elle à voix basse. « Il y a tant de femmes encore piégées dans des situations comme la mienne. » Jennifer posa sa main sur celle de sa fille. « Et c'est pour ça que ton retour est si important, ma chérie. Tu peux faire la différence. Ton histoire peut inspirer et aider les autres. » Les mots de sa mère plantèrent une graine dans l'esprit de Sarah. Dans les jours qui suivirent, tout en se réadaptant à la routine de l'hôpital, elle commença à rechercher des organisations aidant les femmes en situation d'abus et de contrôle. Pendant ses heures libres, elle se mit à écrire, documentant son expérience. Les semaines se transformèrent en mois. Sarah ne retrouva pas seulement son rôle d'infirmière compétente, mais découvrit en elle une force et une empathie encore plus grandes. Les patients et les collègues commentaient souvent sa capacité unique à réconforter et à comprendre, surtout dans les cas délicats. Ce fut lors d'une garde particulièrement mouvementée que Sarah se retrouva à s'occuper d'une jeune femme, visiblement effrayée et réticente
à parler de ses blessures. « Vous êtes en sécurité ici », dit Sarah doucement, reconnaissant les signes qui lui étaient autrefois si familiers. « Je peux vous aider si vous le permettez. » Les yeux de la patiente se remplirent de larmes. « Personne ne peut m'aider, » murmura-t-elle. « Il me trouvera. Il me trouve toujours. » Sarah s'assit au bord du lit, son cœur lourd face à la familiarité de la situation. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. J'ai été là où vous êtes. Et je peux vous dire, il y a une issue. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. » Dans les minutes qui suivirent, Sarah partagea des fragments de son histoire, offrant non seulement du réconfort, mais aussi une lueur d'espoir tangible. À la fin de son service, elle avait non seulement soigné les blessures physiques de la patiente, mais avait aussi semé les graines d'une possible échappatoire. Cette nuit marqua un tournant dans le parcours de Sarah. Elle réalisa que son expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, lui avait donné une perspective unique et précieuse. Avec le soutien de Lisa et du docteur Rodriguez, Sarah commença à organiser des groupes de soutien à l'hôpital pour les femmes en situation d'abus. Son travail attira rapidement l'attention de grandes organisations. Des invitations à donner des conférences commencèrent à affluer, et Sarah se retrouva à partager son histoire lors de conférences et d'ateliers. Chaque fois qu'elle parlait, elle se sentait plus forte, plus déterminée dans sa mission d'aider les autres à trouver leur voie et leur liberté. Un an après sa fuite, Sarah se tenait debout devant un public lors d'une conférence internationale sur les droits des femmes. Regardant les visages attentifs devant elle, elle prit une profonde inspiration et commença « Mon histoire commence comme un conte de fées et se termine comme un voyage de découverte de soi et de liberté. Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que survivante, mais aussi comme une voix pour celles qui ne peuvent pas encore parler, parce que je crois que chaque femme mérite d'écrire sa propre histoire, libre de peur et pleine de possibilités. » Le bureau de l'avocate Marie Dupont était rempli de dossiers et l'odeur de café fort remplissait l'air. Sarah s'assit, ses mains serrant nerveusement la poignée de son sac. 2 ans s'étaient écoulés depuis sa fuite de Dubaï, mais le passé projetait encore des ombres sur son présent. « Sarah, » commença Marie en ajustant ses lunettes, « j'ai reçu des nouvelles de nos contacts aux Émirats. Karim intensifie ses efforts pour vous ramener. » Un frisson parcourut l'échine de Sarah. « Il ne peut pas me forcer à revenir, n'est-ce pas ?» Marie secoua la tête. « Légalement, non. Vous êtes protégée ici. Mais il utilise son influence pour compliquer les choses. Il conteste le divorce, affirmant que vous êtes toujours légalement sa femme, selon la loi islamique. » Sarah ferma les yeux, sentant le poids familier de l'anxiété s'installer dans sa poitrine. Malgré tout le progrès qu'elle avait accompli, des moments comme celui-ci lui donnaient l'impression d'être encore piégée dans cette demeure à Dubaï. « Il y a autre chose, » poursuivit Marie, hésitante. « Karim menace de poursuivre l'hôpital, où vous travaillez prétendant qu'ils hébergent illégalement votre épouse. C'est un bluff juridique, bien sûr, mais cela pourrait causer des problèmes. » Sarah sentit une vague de colère monter en elle. « Il ne peut pas simplement me laisser tranquille? Ne m'a-t-il pas déjà assez pris ?» Marie tendit la main vers Sarah, lui offrant une étreinte réconfortante. « Nous allons nous battre contre cela, Sarah. Vous avez construit une nouvelle vie ici, une vie importante. Nous ne le laisserons pas la détruire. » En sortant du bureau de Marie, Sarah marcha sans but dans les rues de Boston, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Son travail à l'hôpital, ses groupes de soutien, les conférences qu'elle donnait, tout semblait menacé par les actions de Karim. Sans s'en rendre compte, ses pas l'avaient conduite au petit parc près de son ancien appartement. S'asseyant, sur un banc, Sarah observa les familles et les couples qui se promenaient, leur vie apparemment simple et sans complications. « Je pensais te trouver ici », dit une voix familière. Sarah leva les yeux et vit Lisa, qui s'assit à côté d'elle. « Marie m'a appelé. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'une amie. » Sarah laissa échapper un soupir tremblant. « Parfois, je me demande si je serai un jour vraiment libérée de lui, Lisa. C'est comme si, peu importe à quel point je cours, il est toujours là, une ombre au coin de mon œil. » Lisa passa son bras autour des épaules de son amie. « Tu es plus forte que cette ombre, Sarah. Regarde tout ce que tu as accompli ces 2 dernières années, les vies que tu as touchées, les femmes que tu as aidées. Karim ne peut pas te prendre ça. »
Les paroles de Lisa ont allumé une étincelle de détermination en Sarah. Elle s'est souvenue des femmes de son groupe de soutien, de leurs histoires de courage et de résilience. Elle a pensé aux conférences qu'elle avait données, aux yeux pleins d'espoir de son public. « Tu as raison », a dit Sarah, redressant les épaules. « Je ne peux pas le laisser me définir, plus maintenant. » Dans les jours qui ont suivi, Sarah s'est plongée dans son travail avec une énergie renouvelée. À l'hôpital, elle a rencontré l'administration, expliquant ouvertement sa situation et réaffirmant son engagement envers son travail et ses patients. « Nous sommes avec toi, Sarah », a assuré le docteur Rodriguez après la réunion. « Ton travail ici est trop précieux pour être menacé par des intimidations légales vides. » Le soutien de l'hôpital a été un soulagement, mais Sarah savait qu'elle devait faire plus. Avec l'aide de Martha et d'organisations de défense des droits des femmes, elle a commencé à planifier une série de conférences et d'ateliers axés spécifiquement sur les femmes immigrées et réfugiées, abordant les défis uniques auxquels elles étaient confrontées. C'est lors de l'un de ces ateliers que Sarah a rencontré Amina, une jeune femme du Yémen, qui avait récemment échappé à un mariage abusif. « Ton histoire m'a donné du courage », a avoué Amina, ses yeux brillants, de larmes non versées. « Quand je t'ai entendu parler, j'ai réalisé que je n'étais pas seule, qu'il y avait de l'espoir. » Les paroles d'Amina ont profondément touché Sarah. Elle a réalisé que peu importe les menaces ou les tentatives de Karim pour la réduire au silence, chaque femme qu'elle aidait était une victoire. Chaque histoire partagée était un acte de résistance. Inspirée, Sarah a décidé de franchir un pas audacieux. Avec le soutien de son équipe juridique et d'organisations de défense des droits de l'homme, elle a organisé une conférence de presse. Il était temps de raconter son histoire au monde entier. Le jour de la conférence, Sarah a fait face aux caméras et aux micros avec un mélange de nervosité et de détermination. Sa mère et Lisa étaient au premier rang, offrant un soutien silencieux. « Je m'appelle Sarah Matthews », a-t-elle commencé d'une voix ferme. « Il y a 2 ans, j'ai fui un mariage qui était devenu une prison. Aujourd'hui, je suis ici non seulement pour raconter mon histoire, mais aussi pour donner une voix aux innombrables femmes qui vivent encore dans l'ombre de la peur et du contrôle. » Alors que Sarah parlait, détaillant son expérience à Dubaï, les tentatives de Karim pour la réduire au silence et son travail actuel avec des survivantes d'abus, elle a senti un poids se soulever de ses épaules. Chaque mot était un acte de libération. Chaque révélation, une pierre enlevée du mur que Karim avait construit autour d'elle. « Je suis ici aujourd'hui », a conclu Sarah, « pour dire à toutes les femmes qui sont piégées dans des situations similaires, vous n'êtes pas seules. Il y a de l'espoir, il y a de l'aide, et il y a une vie au-delà de ces murs dorés. Qui sont devenus votre prison ?» Les répercussions de la conférence de presse ont été immédiates et intenses. L'histoire de Sarah a fait la une des journaux et des émissions de télévision. Des organisations de défense des droits de l'homme du monde entier ont pris contact, offrant leur soutien et leur partenariat. Mais ce qui importait le plus à Sarah, c'était la vague de messages d'autres femmes, certaines encore piégées dans des situations abusives, d'autres qui avaient réussi à s'échapper. Toutes la remerciant pour son courage à parler. Ce soir-là, seule dans son appartement, Sarah a reçu un message inattendu. Il venait d'Amira, une ancienne amie de Dubaï. « J'ai vu ton interview. Tu es plus courageuse que je ne le serai jamais. Merci de parler pour nous toutes. » Avec des larmes aux yeux, Sarah réalisa que son chemin était loin d'être terminé. Mais maintenant, au lieu de fuir son passé, elle y faisait face, la tête haute, transformant sa douleur en un phare d'espoir pour les autres. La route devant elle serait encore semée d'embûches, avec des batailles juridiques et émotionnelles à mener. Mais Sarah n'était plus seule. Elle avait trouvé sa voie, sa force et surtout son but. L'auditorium de l'université de Harvard était bondé. Une mer de visages attentifs tournait vers la scène où Sarah Matthews se préparait à prendre la parole. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa conférence de presse et le monde semblait avoir radicalement changé autour d'elle. « Bonsoir à tous », commença Sarah, sa voix ferme résonnant dans le micro. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici seulement pour raconter mon histoire, mais pour discuter de la manière dont nous pouvons transformer des histoires individuelles en changements systémiques. » En parlant, Sarah réfléchissait au tourbillon que ces dernières semaines avaient été. Son exposition publique avait apporté autant d'opportunités que de défis inattendus. D'un côté, le soutien avait été immense.
Les organisations de défense des droits de l'homme du monde entier avaient pris contact, offrant des ressources et des partenariats. Des législateurs aux États-Unis avaient commencé à discuter de projets de loi pour protéger les femmes dans des situations similaires. Sarah s'était retrouvée plongée dans un tourbillon d'interviews, de conférences et de réunions avec des activistes et des politiciens. De l'autre, l'attention avait aussi apporté des risques. Karim, furieux de l'exposition publique, avait intensifié ses efforts juridiques. Sarah avait reçu des menaces voilées de ses sympathisants, l'obligeant à renforcer sa sécurité personnelle. La pression constante la faisait parfois douter d'avoir fait le bon choix en s'exposant aussi ouvertement. Mais c'étaient des moments comme celui-ci, face à un public engagé et avide de changement, qui réaffirmait sa décision. Les abus et le contrôle coercitif ne connaissent pas de frontières géographiques ou culturelles, poursuivit Sarah. C'est un problème mondial qui exige des solutions mondiales. Nous avons besoin de lois plus fortes, oui, mais aussi d'un changement fondamental dans la manière dont notre société perçoit les relations et le pouvoir. Après la conférence, pendant la séance de questions-réponses, une jeune étudiante leva la main. « Madame Matthews, votre histoire a inspiré beaucoup d'entre nous. Mais comment pouvons-nous aider les femmes qui sont encore piégées dans des situations comme la vôtre, surtout dans des pays où les lois ne les protègent pas ?» La question frappa Sarah comme un éclair, la ramenant aux jours sombres de Dubaï, où elle se sentait complètement seule et sans issue. « C'est une excellente question, » répondit Sarah après un moment de réflexion. « La clé réside dans l'éducation et la construction de réseaux de soutien. Nous devons créer des canaux de communication sûrs, informer les femmes de leurs droits et de leurs options et fournir des ressources pratiques à celles qui décident de partir. » En parlant, une idée commença à se former dans son esprit. Une idée qui, dans les mois suivants, deviendrait son projet le plus ambitieux à ce jour. Dans les semaines qui suivirent, Sarah travailla sans relâche avec une équipe de programmeurs, d'avocats et d'activistes pour développer une application. Baptisée « Aile de la liberté », l'appli fournissait des informations cruciales, des ressources d'urgence et un réseau de communication sécurisé pour les femmes en situation d'abus, avec un accent particulier sur les expatriés et les immigrés. Le lancement de l'application fut un succès immédiat, avec des téléchargements dans des dizaines de pays dans les premières 24 heures. Sarah reçut des messages émouvants de femmes qui se sentaient enfin moins seules, qui trouvaient de l'espoir là où il n'y avait autrefois que du désespoir. Mais avec le succès vinrent de nouveaux défis. Certains pays, dont les Émirats arabes unis, ont menacé de bloquer l'application, affirmant qu'elle interférait dans les affaires culturelles et familiales. Sarah s'est retrouvée au cœur d'un débat international sur les droits des femmes face aux valeurs traditionnelles. C'est au milieu de cette tourmente que Sarah a reçu un appel inattendu. « Sarah, c'est Amira. » La voix de son ancienne amie de Dubaï a fait bondir le cœur de Sarah. « Amira, je suis si heureuse d'entendre ta voix. Comment vas-tu » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Je suis en transition. Sarah, j'ai besoin de ton aide. J'ai décidé de quitter mon mari, mais j'ai peur. J'ai vu ce qui t'est arrivé et les menaces. » Sarah a ressenti un mélange d'émotions. De la joie qu'Amira cherche de l'aide, de la peur pour les risques qu'elle allait affronter, et une détermination à faire tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. « Amira, écoute-moi bien. Je vais te donner les coordonnées de personnes de confiance à Dubaï. Elles t'aideront à tout planifier en toute sécurité, et quand tu seras prête, je serai là pour t'accueillir. » Dans les semaines qui ont suivi, Sarah a travaillé sans relâche, dans l'ombre pour assurer la sécurité d'Amira. Chaque étape était calculée, chaque mouvement soigneusement planifié. C'était comme revivre sa propre fuite, mais cette fois, elle était de l'autre côté, guidant et protégeant. Enfin, un matin d'automne, Sarah a reçu la nouvelle qu'elle attendait tant. Amira était arrivée saine et sauve à Londres. Le soulagement et la joie ont été immenses. Cet épisode a ravivé quelque chose en Sarah. Elle a réalisé que, aussi important que soit son travail de sensibilisation et de plaidoyer, il y avait encore un rôle crucial à jouer dans le sauvetage direct et le soutien individuel. Avec cette nouvelle perspective, Sarah a commencé à planifier la prochaine phase de sa mission. Elle envisageait un réseau international de refuge, un système de soutien juridique et psychologique pour les femmes en transition et un programme de mentorat pour aider les survivantes à reconstruire leur vie. Par une nuit calme, assise sur sa terrasse à Boston, Sarah a réfléchi au chemin parcouru.
D'infirmière à épouse contrôlée, de fugitive à activiste internationale, chaque étape de son parcours l'avait façonnée, renforcée et préparée pour les défis à venir. Le son d'une notification sur son téléphone l'a tiré de ses pensées. C'était un message sur « Aile de la liberté ». Votre application m'a donné le courage de faire le premier pas. Merci de m'avoir montré qu'il y a de l'espoir. Sarah a souri, ressentant une vague de détermination renouvelée. Le chemin à parcourir serait encore long et semé d'embûches, mais chaque vie touchée, chaque femme libérée était une victoire qui valait tous les risques et sacrifices. Les yeux fixés sur l'horizon de Boston, Sarah a fait une promesse silencieuse à elle-même et à toutes les femmes qui luttaient encore pour leur liberté. Le voyage continuerait, quels que soient les défis à venir. Le soleil du début de l'été baignait les rues de Genève, en Suisse, alors que Sarah se dirigeait vers l'imposant bâtiment des Nations Unies. Son cœur battait la chamade, un mélange d'anxiété et de détermination parcourant ses veines. Aujourd'hui n'était pas un jour de travail ordinaire. C'était le jour où elle allait affronter son passé de front. Sarah avait été invitée à prendre la parole lors de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les mariages forcés et le contrôle coercitif. L'invitation en elle-même était une victoire, une reconnaissance internationale de l'importance de sa cause. Mais ce qui rendait vraiment cette journée différente, c'était la liste des participants. Parmi les délégués se trouverait une représentation des Émirats arabes unis, incluant peut-être des personnes liées à Karim. Alors qu'elle montait les escaliers du bâtiment, Sarah fut accueillie par le docteur Amina Al-Rachid, une avocate renommée des droits de l'homme qui était devenue sa mentor et alliée ces derniers mois. « Vous êtes prête ?» demanda Amina, son regard exprimant un mélange d'inquiétude et de fierté. Sarah hocha la tête, ajustant le dossier qu'elle portait, aussi prête que possible. Les heures qui suivirent furent intenses. Sarah écouta les récits d'activistes du monde entier, chaque histoire renforçant l'urgence et l'importance du travail qu'elle accomplissait. Lorsque vint son tour de parler, elle se leva, sentant le poids de milliers d'histoires inédites sur ses épaules. « Excellences, mesdames et messieurs les délégués », commença Sarah, sa voix ferme résonnant dans la salle. « Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que survivante, mais aussi en tant que voix pour celles qui ne peuvent encore parler. Le contrôle coercitif et les mariages forcés ne sont pas des problèmes isolés ou spécifiques à une culture. Ce sont des violations des droits de l'homme qui transcendent les frontières et les cultures. » Alors qu'elle parlait, Sarah remarqua un mouvement dans la délégation des Émirats arabes unis. Un homme d'âge moyen se leva brusquement et quitta la salle. Un frisson la parcourut. Elle l'avait reconnu. C'était Faisal, le bras droit de Karim. Malgré cette distraction momentanée, Sarah poursuivit son discours, détaillant non seulement son expérience personnelle, mais aussi les données alarmantes collectées via l'application Aile de la liberté et les succès et défis rencontrés dans son travail de sauvetage et de réhabilitation. À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Plusieurs délégués se levèrent, offrant non seulement des mots de soutien, mais aussi des engagements concrets d'action dans leurs pays respectifs. Après la session, alors que Sarah discutait avec quelques délégués, le docteur Amina s'approcha avec une expression sérieuse. « Sarah, il y a quelqu'un qui veut vous parler, » dit-elle à voix basse. « C'est Faisal. » L'estomac de Sarah se noua. Une partie d'elle voulait fuir, éviter tout lien avec son passé. Mais une autre partie, celle qui avait affronté ses peurs et était devenue une voix pour les sans-voix, savait que ce moment était important. « D'accord, » dit-elle, prenant une profonde inspiration. « Allons lui parler. » Faisal attendait dans 32, une petite salle de conférence, son visage masquant des émotions contradictoires. Lorsque Sarah entra, il se leva, une ombre de son ancien respect formel encore visible dans ses gestes. « Madame Matthews », commença-t-il, sa voix rauque, « ou devrais-je dire Madame Al-Rahman ?»« Sarah fera l'affaire », répondit-elle fermement. Faisal hocha la tête, semblant momentanément déconcerté. « Sarah, je suis venu représenter non seulement notre pays, mais aussi Karim. » Le nom de son ex-mari avait encore le pouvoir de faire frémir Sarah, mais elle garda son calme. « Et qu'a à dire Karim ? » « Il est prêt à négocier, » dit Faisal, choisissant soigneusement ses mots. « L'exposition internationale, l'application, vos conférences, cause des complications. »
Il propose de retirer toutes les actions légales contre vous en échange de votre discrétion. Sarah faillit rire de l'audace. Discrétion? Faisal, vous n'avez toujours pas compris. Ce n'est pas une affaire entre moi et Karim. C'est une question pour toutes les femmes qui sont encore enfermées, réduites au silence, contrôlées. Je ne me tairai pas. Faisal sembla sincèrement surpris par sa fermeté, mais il doit bien y avoir un terrain d'entente, un accord possible. C'est à ce moment que Sarah eut une épiphanie. Ce n'était pas seulement une chance de se libérer, définitivement de Karim. C'était une opportunité de provoquer un réel changement au sein du système qui l'avait emprisonné. En fait, Faisal, il y a quelque chose que nous pouvons négocier, dit-elle, une idée prenant rapidement forme. Dites à Karim que je retirerai toute mention spécifique de lui ou de sa famille dans mon travail futur, à une condition. Les Émirats arabes unis doivent s'engager à mettre en place des lois plus strictes contre le contrôle coercitif et à fournir plus de ressources aux femmes dans des situations abusives. Faisal cligna des yeux, visiblement surpris par cette proposition. C'est ambitieux. C'est nécessaire, rétorqua Sarah. Et c'est la seule offre que je ferai. Dans les jours qui suivirent, en attendant une réponse, Sarah réfléchit à son parcours. Elle était arrivée à Genève en espérant affronter son passé, mais au lieu de cela, elle s'était retrouvée à négocier l'avenir, non seulement le sien, mais celui d'innombrables autres femmes. Une semaine plus tard, la réponse arriva. Les Émirats arabes unis annoncèrent une révision de leurs lois sur la violence domestique et le contrôle coercitif, avec un engagement à travailler avec des organisations internationales, y compris celle de Sarah, pour mettre en œuvre des changements significatifs. C'était une victoire, même partielle. Sarah savait que la route serait encore longue et semée d'embûches, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle faisait vraiment une différence, non seulement à titre individuel, mais à un niveau systémique. Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel à Genève, Sarah ouvrit son ordinateur pour une visioconférence avec sa mère et Lisa. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Jennifer impatiente. Sarah sourit, ressentant un mélange d'épuisement et de triomphe. « C'était un début, répondit-elle, un bon début. » Alors qu'elle partageait les détails de sa semaine avec les deux femmes qui avaient été ses piliers de soutien, Sarah se permit, pour la première fois depuis longtemps, de ressentir un véritable espoir pour l'avenir. Non seulement le sien, mais celui de toutes les femmes qui luttaient encore pour leur liberté. Le chemin à parcourir serait encore difficile, mais Sarah était prête. Elle avait transformé sa douleur en objectif, sa peur en force. Et maintenant, à chaque pas qu'elle faisait, elle ne se libérait pas seulement elle-même, mais ouvrait la voie à d'autres pour la suivre. L'automne était arrivé à Boston, peignant les arbres de tons rouges et dorés. Sarah observait le paysage changeant depuis la fenêtre de son nouveau bureau, réfléchissant aux événements tumultueux des derniers mois. La négociation à Genève avait été un tournant décisif. Les changements promis par les Émirats arabes unis se matérialisaient lentement, bien qu'avec une certaine résistance de la part des secteurs les plus conservateurs de la société. Le travail de Sarah s'étendait désormais bien au-delà de son histoire personnelle. Elle était devenue une figure centrale d'un mouvement mondial. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Maya, sa nouvelle assistante, une jeune réfugiée syrienne que Sarah avait rencontrée grâce à son programme de mentorat. « Sarah, votre prochaine réunion est arrivée », annonça Maya. « Et il y a autre chose, nous avons reçu une autre lettre. » Sarah hocha la tête, sachant exactement de quoi il s'agissait. Depuis l'annonce des réformes aux Émirats, elle recevait un mélange de messages de soutien et de haine. Certaines femmes la voyaient comme une héroïne, d'autres l'accusaient de trahir sa culture. « Merci Maya, tu peux laisser la lettre sur mon bureau. » Avant de se rendre en salle de réunion, Sarah ouvrit l'enveloppe. Cette fois, ce n'était pas une menace ou une accusation, mais une demande d'aide. « Chère Sarah, je m'appelle Fatima. Je viens du Pakistan, mais je vis en Arabie Saoudite. Votre application m'a sauvé la vie. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour sauver ma sœur. » Sarah sentit une boule se former dans sa poitrine. Chaque histoire, comme celle-ci, lui rappelait pourquoi son travail était si crucial. Rangeant soigneusement la lettre, elle se prépara pour la réunion. Dans la salle de conférence, une équipe diversifiée l'attendait. Des avocats, des psychologues, des experts en technologie et des militants des droits de l'homme.
C'était le comité directeur de la Fondation Hells de la Liberté que Sarah avait créé pour étendre son travail. « Bonjour à tous », commença Sarah. « Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Les changements aux Émirats ont ouvert des portes, mais ont aussi créé de nouveaux défis. » La réunion dura des heures, abordant des stratégies juridiques aux améliorations de l'application. Sarah écouta attentivement chaque suggestion, se rappelant comment il n'y a pas si longtemps, elle était celle qui avait désespérément besoin d'aide. En fin d'après-midi, épuisée mais inspirée, Sarah retourna à son bureau. Elle prit la lettre de Fatima et commença à élaborer un plan d'action. Chaque cas était unique, chaque sauvetage une opération délicate qui nécessitait une planification méticuleuse. Alors qu'elle travaillait, son téléphone sonna. Le nom sur l'écran la surprit. C'était Amira. « Sarah, j'espère ne pas te déranger. » La voix d'Amira semblait nerveuse. « Jamais, Amira. Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai décidé de retourner à Dubaï. » Sarah eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. « Amira, tu es sûre? Après tout ce que tu as traversé pour partir de là-bas ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Oui, je suis sûre. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Sarah, je veux aider. Les changements qui se produisent. Ils ont besoin de gens de l'intérieur pour les pousser, pour les défendre. Je veux être cette personne. » Les paroles d'Amira ont frappé Sarah comme un éclair. C'était un puissant rappel que la lutte pour le changement ne se résumait pas à des sauvetages dramatiques, mais aussi à une transformation graduelle de l'intérieur. « Amira, tu es incroyable », dit Sarah, la voix empreinte d'émotion. « Si c'est ce que tu veux, nous allons nous assurer que tu aies tout le soutien nécessaire. » Après avoir raccroché, Sarah contempla une fois de plus la vue de Boston. Son voyage avait commencé comme une fuite désespérée. Mais maintenant, elle voyait clairement que le véritable objectif n'avait jamais été simplement de s'échapper, mais de se transformer. Ce soir-là, lors de sa réunion mensuelle du groupe de soutien, Sarah regarda les visages autour d'elle, des femmes de différents pays, cultures et histoires, toutes unies par des expériences partagées d'oppression et par la quête de liberté. « Quand j'ai fui Dubaï, commença Sarah, je pensais que je laissais tout derrière moi, mais en réalité, je ne faisais que commencer un voyage bien plus grand. Chacune d'entre vous, avec vos histoires et votre courage, me rappelle quotidiennement pourquoi nous continuons à nous battre. » Une des participantes, une jeune femme du Yémen, leva timidement la main. « Sarah, comment fais-tu face à la peur? Parfois, j'ai l'impression que, même libre, je suis encore prisonnière. » Sarah sourit doucement. La peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle fait partie de notre voyage. Mais chaque jour où nous choisissons de vivre en liberté, chaque fois que nous utilisons notre voix, nous surmontons cette peur. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. À la fin de la réunion, alors que les femmes se disaient au revoir, Sarah remarqua une nouvelle participante hésitant près de la porte. En s'approchant, elle reconnut ce regard. C'était le même qu'elle avait vu dans le miroir si souvent, au début de son propre voyage. « Bonjour », dit Sarah doucement. « Je suis Sarah. Comment t'appelles-tu »« Leila », répondit la femme, sa voix presque un murmure. « Bienvenue, Leila. » Sarah sourit, tendant la main. « Tu as fait un grand pas aujourd'hui. Et je te promets, ça devient plus facile chaque jour. » Alors que Leila partait, Sarah sentit une vague de détermination renouvelée. Chaque nouvelle histoire, chaque femme cherchant de l'aide, était un rappel du travail qu'il restait à faire. De retour dans son appartement, Sarah ouvrit son ordinateur portable pour une dernière tâche de la journée. Elle travaillait sur un livre, ne racontant pas seulement son histoire, mais tissant celle-ci avec les histoires de centaines d'autres femmes qu'elle avait rencontrées au fil des années. Alors que ses mains volèrent sur le clavier, Sarah réfléchit au long chemin qu'elle avait parcouru, de l'infirmière rêveuse qui était tombée amoureuse d'un prince arabe, à la prisonnière dans une cage dorée, et enfin à l'activiste et leader qu'elle était devenue. Chaque chapitre de sa vie l'avait façonnée, la préparant pour le rôle qu'elle jouait maintenant. L'avenir était encore incertain. Il y avait des batailles à mener, des esprits à changer, des systèmes à réformer. Mais Sarah n'était plus seule dans ce combat. Elle menait désormais une armée de survivantes, chacune portant sa propre histoire de résilience et d'espoir. Alors que le soleil se couchait sur Boston, Sarah fit une pause dans son écriture et regarda par la fenêtre. L'horizon brillait des promesses d'un nouveau jour, un symbole de la liberté pour laquelle elle et tant d'autres continueraient de se battre, un jour à la fois.
5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit à Boston, lorsque Sarah avait achevé la première ébauche de son livre. Le temps avait apporté des changements, des défis et surtout de la croissance. Sarah, maintenant âgée de 35 ans, contemplait la ville de New York depuis le 30e étage du bâtiment des Nations Unies. Son reflet dans la vitre révélait une femme confiante, ses yeux verts brillants de détermination et d'une pointe de fatigue. Ses cheveux, autrefois blonds, arboraient désormais quelques mèches grisonnantes, des marques d'une décennie de lutte incessante. « Dr Matthews » appela une voix derrière elle. « Ils sont prêts pour vous. » Sarah hocha la tête, ajustant son blazer bleu marine. Aujourd'hui n'était pas simplement un autre jour de travail. C'était le jour où des années d'efforts culmineraient en quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. En marchant dans les couloirs, Sarah réfléchit au chemin parcouru. Son livre, Les ailes de la liberté, un voyage d'évasion et d'autonomisation, était devenu un best-seller international traduit en 40 langues. L'application qu'elle avait créée aidait désormais des femmes dans plus de 100 pays. Et sa fondation avait grandi, devenant l'une des principales organisations mondiales de lutte contre le contrôle coercitif et les mariages forcés. Mais l'impact réel allait au-delà des chiffres. C'étaient les histoires individuelles, les vies transformées, qui gardaient Sarah motivée, comme Leila, la femme timide qu'elle avait rencontrée des années auparavant et qui dirigeait maintenant un programme de soutien psychologique au sein de la fondation, ou Fatima, dont la sœur avait été sauvée et qui travaillaient toutes deux comme activistes au Pakistan. En entrant dans la salle de conférence, Sarah fut accueillie par un groupe diversifié de diplomates, d'activistes et de leaders mondiaux. Au centre de la table, un document attendait des signatures, le résultat d'années de négociations, de débats et de compromis. « Dr Matthews », commença la secrétaire générale de l'ONU, « votre présence ici aujourd'hui témoigne de la puissance de la résilience humaine et de l'importance de l'action collective. Ce traité international sur la prévention et la lutte contre le contrôle coercitif est une étape historique. » Sarah respira profondément, ressentant le poids du moment. « Merci, Madame la secrétaire générale. Ce traité représente non seulement mon parcours, mais aussi celui de millions de femmes à travers le monde. C'est une étape cruciale, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. » Alors que les leaders se relayaient pour signer le document, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les personnes qui avaient rendu ce moment possible. Sa mère, Jennifer, qui n'avait jamais cessé de croire en elle. Lisa, son amie fidèle depuis leurs études en soins infirmiers. Amira, dont le courage de retourner à Dubaï avait ouvert des portes qui semblaient définitivement fermées. Et étonnamment, ses pensées se tournèrent vers Karim. Non pas avec colère ou ressentiment, mais avec une compréhension plus profonde de la complexité des relations humaines et des systèmes qui perpétuent les abus. Après la cérémonie, alors que les flashs des caméras clignotaient encore, Sarah se retrouva seule un instant, regardant par la fenêtre la ville animée en contrebas. Votre téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Sarah, c'est Karim. J'ai vu la cérémonie à la télé. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches, ton travail fait la différence, même ici. Sarah est restée immobile, submergée par un mélange d'émotions. Avant qu'elle ne puisse complètement assimiler le message, une autre notification est apparue, cette fois de l'application Ailes de la Liberté. Je m'appelle Aïcha. Je suis piégée dans un mariage abusif en Arabie Saoudite. Votre application est mon seul espoir. S'il vous plaît, aidez-moi. En prenant une profonde inspiration, Sarah a rangé son téléphone. Le passé était là, toujours une partie d'elle, mais le futur et le présent exigeaient toute son attention. Il y avait encore du travail à faire, plus de vies à sauver, plus de changements à accomplir. Avec un dernier regard sur la ville, Sarah s'est retournée, prête à affronter le prochain défi. Le voyage continuait et elle était plus préparée que jamais à le mener. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sarah a embarqué dans le vol pour Riyad. Le message d'Aïcha résonnait dans son esprit, se mêlant aux mots inattendus de Karim. Alors que l'avion décollait, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa vie était devenue une toile complexe de connexions mondiales et de responsabilités. À ses côtés, le docteur Amina Al-Rachid, désormais une partenaire constante dans ses missions les plus délicates, passait en revue les détails du cas d'Aïcha. Son mari est un homme influent,
murmura Amina. « Cela va demander plus que nos tactiques habituelles. » Sarah a hoché la tête, sentant le poids familier de l'anxiété s'installer dans son estomac. Chaque sauvetage était un défi, mais quelque chose dans ce cas la troublait profondément. À leur arrivée à Riyad, les deux femmes ont été accueillies par Fatima, désormais une figure proéminente dans le réseau d'activistes de la région. Le contraste entre la Sarah qui avait autrefois fui le Moyen-Orient, effrayée, et la femme qui y retournait maintenant comme une force de changement n'était pas passé inaperçu. « Nous avons un problème », a dit Fatima dès qu'elles sont montées dans la voiture. Le mari d'Aïcha a découvert l'application. Elle est sous surveillance constante maintenant. Le cœur de Sarah s'est accéléré. Nous devons agir vite. Quelles sont nos options? Les 48 heures suivantes ont été une course contre la montre. Alors que Sarah et son équipe travaillaient sans relâche pour créer une voie d'évasion sûre pour Aïcha, elles se sont également engagées dans des négociations délicates avec des autorités locales sympathisantes à leur cause. C'est lors d'une de ces réunions que Sarah a reçu une nouvelle choquante. Le mari d'Aïcha, a dit un contact local, sa voix basse et pressante. Il a des liens avec Karim Al-Rahman. Le nom de son ex-mari a frappé Sarah comme un coup au ventre. Soudain, le message qu'elle avait reçu de lui a pris une nouvelle signification sinistre. Serait-il possible que Karim soit d'une manière ou d'une autre impliqué dans tout cela? Alors que Sarah luttait pour assimiler cette information, le plan de sauvetage s'est mis en action. Utilisant un réseau complexe d'alliés et de ressources, elles ont réussi à créer une opportunité pour qu'Aïcha s'échappe lors d'un événement caritatif. La tension était palpable alors que Sarah, déguisée en l'une des invitées, observait Aïcha faire son mouvement. Pendant un moment terrible, il sembla que tout allait mal tourner lorsque le mari d'Aïcha l'intercepta près de la sortie. C'est alors que Sarah vit quelque chose qui la laissa stupéfaite. Karim en personne intervint. Avec un sourire charmant et des mots soigneusement choisis, il distraya le mari d'Aïcha, créant l'ouverture nécessaire pour sa fuite. Quelques heures plus tard, avec Aïcha en sécurité dans un lieu secret, Sarah eut enfin un moment pour respirer. Son téléphone vibra. Un autre message de Karim. « J'espère avoir aidé. Certaines dettes prennent une vie à être payées. » Sarah fixa l'écran, un tourbillon d'émotions l'envahissant. Colère, confusion, une pointe de gratitude et surtout, une profonde fatigue. De retour à l'hôtel, alors qu'Amina et Fatima discutaient des prochaines étapes pour assurer la sécurité à long terme d'Aïcha, Sarah se retrouva face à une décision impossible. Karim avait aidé. Cela était indéniable. Mais pouvait-elle faire confiance à ses motivations? Et surtout, comment cela affecterait-il son travail à l'avenir? Regardant par la fenêtre la ville qui avait autrefois représenté sa prison et qui était maintenant un champ de bataille dans sa lutte pour la liberté, Sarah savait qu'elle était à un tournant. Le passé et le présent avaient convergé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Alors que le soleil se couchait sur Riyad, Sarah fit une promesse silencieuse à elle-même et à toutes les femmes qui comptèrent sur elle. Peu importe à quel point les choses devenaient compliquées, elle continuerait à se battre. Le jeu avait changé, mais l'objectif restait le même. Avec une détermination renouvelée, elle se tourna vers son équipe. Il était temps de repenser les stratégies, de renforcer les alliances et, peut-être, d'affronter quelques fantômes du passé, une fois pour toutes. La nuit tombait sur la ville, mais pour Sarah, une nouvelle aube se profilait. Une aube qui promettait des défis encore plus grands, mais aussi la possibilité de changements encore plus profonds. Le bureau temporaire de Sarah à Riyad grouillait d'activités. Cartes, documents et écrans d'ordinateur couvraient chaque surface disponible. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le sauvetage d'Aïcha, et ce qui avait commencé comme une mission unique s'était transformé en quelque chose de bien plus vaste. Nous avons confirmation de 5 autres cas similaires à celui d'Aïcha. Dans cette région seulement, rapporta Fatima, pointant une carte numérique, tous liés à un réseau d'hommes influents. Sarah fronça les sourcils, absorbant l'information. L'intervention de Karim dans le sauvetage d'Aïcha avait ouvert une boîte de Pandore. Désormais, elle ne faisait pas seulement face à des cas isolés, mais à ce qui semblait être un réseau organisé de contrôle et d'abus. « Nous avons besoin de plus d'informations internes », dit Amina, sa voix empreinte d'inquiétude. « Mais nos sources habituelles hésitent, le risque est trop élevé. »
C'est à ce moment que Sarah prit une décision qu'elle savait pouvoir tout changer. « J'ai une source, dit-elle, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. Mais vous n'allez pas aimer. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent de compréhension. « Sarah, tu ne penses pas à... »« Karim, » confirma Sarah. « Il a accès à des informations qui pourraient être cruciales. » La pièce tomba dans un silence lourd, le poids de la proposition planant dans l'air. Travailler avec Karim, l'homme qui l'avait autrefois tenue prisonnière, semblait une trahison à tout ce pourquoi elles avaient lutté. Mais Sarah savait que parfois, pour créer de véritables changements, il fallait faire des choix difficiles. Des heures de débat ont suivi. Les risques ont été pesés, les stratégies discutées, et finalement, un consensus réticent a été atteint. Sarah devait organiser une rencontre avec Karim. Le lieu choisi était un café discret à la périphérie de Riyad. Sarah est arrivée la première, son cœur battant furieusement pendant qu'elle attendait. Lorsque Karim est entré, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il paraissait plus âgé, des lignes de préoccupation marquant son visage autrefois impeccable. « Sarah, » dit-il doucement en s'asseyant, « je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. »« Moi non plus, » répondit-elle, sa voix étonnamment ferme, « mais nous y voilà. » Ce qui suivit fut une conversation tendue, chargée d'émotions non dites et d'années d'histoires partagées. Karim révéla ce qu'il savait. Des noms, des dates, des connexions. Une toile complexe de pouvoir et de contrôle qui s'étendait bien au-delà des frontières de l'Arabie saoudite. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda finalement Sarah, la question qui la hantait depuis la nuit du sauvetage d'Aïcha. Karim resta silencieux un long moment. « Parce que tu m'as montré une vérité que je ne peux plus ignorer, » répondit-il enfin. « Le système que j'ai autrefois défendu, il détruit des vies, y compris la mienne. » La vulnérabilité dans sa voix prit Sarah par surprise. Pendant un bref instant, elle entrevit l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a tant d'années, non pas le contrôleur, mais quelqu'un capable de changement et de croissance. Dans les jours qui suivirent, Sarah et son équipe travaillèrent sans relâche, utilisant les informations fournies par Karim pour démanteler le réseau d'abus. Chaque victoire était douce amère, libérant des femmes, mais exposant aussi la profondeur de la corruption et du contrôle systémique. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Des titres sur « la libératrice du Moyen-Orient » et son alliance improbable avec un ancien magnate du pétrole commencèrent à circuler. Sarah se retrouva au centre d'une tempête médiatique, naviguant entre interviews, conférences de presse et réunions avec des leaders mondiaux. Au milieu du chaos, Sarah reçut un appel inattendu de sa mère. « Ma chérie, » dit Jennifer, sa voix mêlant inquiétude et fierté, « je t'ai vu à la télé. Tu travailles vraiment avec lui ?» Sarah soupira, ressentant le poids de ses choix. « C'est compliqué, maman, mais parfois, pour changer le système, il faut travailler de l'intérieur. » Alors que l'opération se déroulait, Sarah se retrouva confrontée non seulement aux défis extérieurs, mais aussi à ses propres émotions conflictuelles. Travailler aux côtés de Karim rouvrit de vieilles blessures, mais offrit aussi une opportunité unique de guérison et de compréhension. Une nuit, après une série de sauvetages particulièrement intenses, Sarah trouva Karim seul dans la salle de stratégie. « Pourquoi as-tu vraiment changé ?» demanda-t-elle, l'épuisement brisant ses dernières barrières. Karim la regarda, ses yeux emplis de regret et de détermination. « Parce que tu m'as montré un monde au-delà des murs que j'ai construits. Et parce que je veux être l'homme que tu as toujours cru que je pourrais être. » Les mots flottaient, entre eux chargés de possibilités et de dangers. Sarah savait qu'elle était au bord de quelque chose de transformateur, pas seulement pour son travail, mais pour elle-même. Alors que la nuit tombait sur Riyad, Sarah se retrouva à un carrefour. Le chemin devant elle était incertain, plein de risques et de potentiel pour autant de progrès que de recul. Mais une chose était claire, la lutte pour la liberté avait pris une nouvelle forme, une qui exigeait non seulement du courage, mais aussi la capacité de voir au-delà des simples étiquettes de victime et oppresseur. Avec l'aube qui approchait, Sarah fit une promesse silencieuse à elle-même et à toutes les femmes pour lesquelles elle se battait. Elle continuerait à avancer, peu importe à quel point le chemin deviendrait compliqué. Parce qu'en fin de compte, la vraie liberté venait non seulement de l'évasion, mais de la transformation d'elle-même, des autres et du monde autour d'elle. Le soleil se levait sur Dubaï, baignant les gratte-ciel de tons dorés et rosés.
Sarah observait la ville s'éveiller du 50e étage d'un immeuble d'affaires, ressentant un étrange mélange de déjà-vu et de déplacement. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Karim à Riyad, et le monde semblait s'être retourné. « Tu es prête ?» demanda Amina, ajustant son hijab. Sarah hocha la tête, lissant son costume impeccable. Aussi prête que possible. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, révélant une longue table entourée de certains des hommes les plus puissants du golfe Persique. Au centre, Karim, son visage un masque de calme professionnel. « Messieurs, » commença Sarah, sa voix ferme, « nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'avenir. Un avenir où le progrès et la tradition peuvent coexister, où les droits des femmes ne sont pas perçus comme une menace, mais comme une voie vers une société plus forte et prospère. » Les heures qui suivirent furent intenses. Sarah et Karim présentèrent leur vision. Un plan complet pour réformer les lois, créer des programmes d'éducation et d'autonomisation et établir des réseaux de soutien pour les femmes à travers la région. C'était ambitieux, peut-être, même utopique, mais soutenu par des mois de recherche, de données et, plus important encore, par les histoires réelles de femmes dont les vies avaient été transformées. Alors qu'elle parlait, Sarah ne put s'empêcher de remarquer les expressions variées autour de la table. Certains visages montraient un intérêt sincère, d'autres du scepticisme, et certains une hostilité à peine dissimulée. « C'est de la folie », interrompit l'un des cheikhs les plus âgés. « Vous voulez détruire nos traditions, notre culture ?» « Au contraire, » répondit Karim, sa voix étonnamment passionnée, « nous voulons honorer le véritable esprit de notre culture. Une culture qui valorise la famille, la communauté et le respect mutuel. Ce que nous proposons n'est pas une destruction, mais une évolution. » La tension dans la pièce était palpable. Sarah réalisa qu'il marchait sur une corde raide. Chaque mot, chaque proposition avait le potentiel d'aliéner des alliés cruciaux ou de gagner de nouveaux soutiens. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des hommes les plus jeunes à la table, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva. « Ma sœur, commença-t-il, sa voix tremblante, elle a utilisé votre application. Elle était piégée dans un mariage abusif pendant des années. Grâce à votre travail, elle est libre maintenant, en sécurité, heureuse. » Il fit une pause, regardant autour de la table. « Si nous pouvons sauver une vie, n'est-ce pas notre devoir d'essayer de toutes les sauver ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah sentit une vague d'émotion l'envahir, lui rappelant pourquoi elle était là, pourquoi elle continuait à se battre malgré tous les obstacles. Les négociations s'étendirent sur plusieurs jours. Il y eut des moments de progrès et de recul, des compromis douloureux et des victoires inattendues. Sarah se retrouva à travailler côte à côte avec Karim d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Il y avait une synergie entre eux, une compréhension mutuelle née de leur histoire commune et de leur désir partagé de créer des changements réels. Cependant, tout n'était pas rose. Alors que les nouvelles des négociations fuyaient, Sarah se retrouva au centre d'une tempête de controverses. Des critiques l'accusaient de se vendre en travaillant avec les mêmes hommes qu'elle avait autrefois condamnés. Ses partisans craignaient qu'elle ne soit manipulée ou cooptée par le système qui l'avait un jour emprisonnée. Une nuit, épuisée après une autre journée de négociations intenses, Sarah reçut un appel de Lisa. « Sarah, tu dois voir ça », dit Lisa, sa voix pressante. Elle envoya un lien vers un article de journal. Le titre fit chuter le cœur de Sarah. La traîtresse des femmes, Sarah Matthews, s'allie à ses anciens oppresseurs. En lisant l'article, Sarah sentit une vague de nausée. Ses intentions étaient déformées, son travail acharné réduit à des titres sensationnalistes. Pire encore, des femmes qu'elle avait aidées par le passé étaient citées, remettant en question ses motivations et son intégrité. « Ça va passer », dit Karim en entrant dans la pièce. Sa présence, autrefois si menaçante, apportait maintenant un étrange réconfort. « Ce que nous faisons est plus grand que n'importe quel titre.